Changement de décor dans cette chronique et changement d'époque. Nous sommes, allez, près de 3/4 de siècle en arrière. Nous sommes 77 ans en arrière. Nous sommes le 6 juin 1944, le jour du débarquement en Normandie. On va vous parler du débarquement, mais surtout du débarquement vu sous l'angle scientifique, parce qu'il y a eu beaucoup de recherches scientifiques pour mettre au point le matériel du débarquement, et surtout technologique pour assembler un gigantesque mécano qui porte le nom de port artificiel. Alors, je vous campe le décor. Nous sommes en 1941. Hitler renonce à envahir l'Angleterre et Churchill, plus têtu, j'allais dire qu'un Normand, a dit « Nous allons revenir », c'est-à-dire revenir sur le continent. Mais pour ça, il fallait traverser la Manche. Et pour traverser la Manche, il fallait des bateaux. Et beaucoup de bateaux, pourquoi? Parce que pour établir une tête de pont, eh bien, il fallait à peu près 1000 tonnes de matériel par jour. Je dis bien 1000 tonnes, c'est colossal. Et puis d'autre part, il fallait, qui dit bateau, dit des ports. Eh ben oui, mais les ports étaient occupés et solidement défendus par les Allemands. Ça aurait coûté très cher en hommes et ça aurait pris beaucoup de temps. Or, il fallait, pour réussir, submerger très rapidement, en 8 jours, les Panzer divisions. Voilà pour la difficulté technique. Et donc, il a fallu beaucoup de recherches scientifiques au départ, notamment pour le problème des marées, le problème des courants, et puis surtout de mettre au point des matériels entièrement nouveaux. Et donc, Churchill a dit, puisqu'il n'y a pas de port, eh bien on va en fabriquer un en pièces détachées, en mécano, et on va l'amener avec nous, et on va l'installer où? Pas dans les ports, eh bien sur les plages de la Manche, et notamment les fameuses 5 plages, dont la plage d'Arromanches pour les Anglais et la plage de Omaha Beach pour les Américains. On va vous en parler. Alors, quel était le problème? Le problème, c'était donc de concevoir un port. Qui dit un port, dit d'abord des quais. Eh bien oui, on avait fait des quais qui montent et qui descendent. C'était la grande révolution en fonction de la marée, parce qu'ils étaient montés sur des grandes pattes qui reposaient sur le fond de la mer. Mais attention, des grosses pièces métalliques qui pesaient 1000 tonnes et qui étaient grandes comme la moitié d'un terrain de football. Et puis, une fois qu'on a les quais, il faut relier les quais à la côte, distance d'1 kilomètre. Et donc, on a inventé des routes flottantes, vous voyez, une espèce de grosses chenilles avec des poutrelles métalliques reposant sur des flotteurs, tantôt en béton, tantôt en ferraille et solidement ancrées. Donc, voilà pour la partie. Et puis, il fallait tout de même protéger ce port, comme tous les ports, contre la houle. Et donc, il fallait des digues. Il n'y a pas de digues. Les digues, on va donc couler d'abord des bateaux en arc de cercle. Comme c'est pas très profond, à peu près 30 mètres, on pouvait couler des bateaux. Et puis, une fois ce plan d'eau calme, on a amené depuis l'Angleterre d'énormes caissons métalliques en béton, des trucs étonnants qui pèsent jusqu'à 10-12 000 tonnes, qui ont été fabriqués dans les ports et sur les plages en Angleterre, qui ont été lancés comme des bateaux qui flottaient et qui ont traversé la Manche et que l'on a coulé en place de façon à faire une immense digue, si vous voulez, avec 3 passes pour permettre l'entrée et la sortie des bateaux. Tel est donc ce mécano de 600 pièces qui a été conçu en 2 ans. Seulement voilà, il fallait encore être sûr que cela marche. Et donc les Anglais, très astucieusement, ont en quelque sorte testé ces matériels, mais loin des regards des Allemands et des avions allemands, c'est-à-dire en Écosse, dans une petite baie qui avait la même consistance de sable qu'Arromanches, c'est ça qui est étonnant, les mêmes marées, la même houle, et c'était à Carnegg. Et nous sommes allés sur place, et surtout, ce qui est étonnant, c'est que tout ceci s'est passé au nez, à la barbe des Allemands. Si, il y avait un témoin, on l'a retrouvé, Evan Fraser. Comme vous pouvez le voir, d'ici on aperçoit tout le port de Garlieston. La première chose dont je me souvienne, c'était ces bateaux à vapeur qui remorquaient toutes sortes de choses. On ne savait pas du tout à quoi cela pouvait servir. Ensuite, l'armée est arrivée. La région entière a été mobilisée et les soldats ont été logés dans les environs. Puis ils ont commencé à assembler les routes flottantes. Ensuite, on a vu débarquer les Américains avec leurs Seabees, l'équivalent de nos ingénieurs anglais.
Ils étaient là pour former les hommes à assembler et à démonter les routes flottantes. Alors bien sûr, en nous-mêmes, on a senti que quelque chose de terriblement important se passait. Donc ce mécano a été construit en 2 ans, c'est tout à fait remarquable. Il restait l'endroit où il fallait implanter ce port. Et là, les Anglais ont fait encore un travail scientifique remarquable. Ils ont sélectionné la petite plage de la côte, une petite plage à Arromanches, à Neuilly, qui est un tout petit port de pêche, et surtout qui avait l'avantage de ne pas être très défendu et très protégé par les batteries allemandes. Il y avait une toute petite garnison d'hommes qui surtout défendaient 2 radars qui étaient braqués sur l'Angleterre et qui avaient une portée de 100 km pour un, 80 km pour l'autre, mais qui étaient très facilement brouillables, donc peu fiables. Et il y avait un élément de défense qui était sur le site même, dans ces casemates qu'on voit là-bas, où il y avait des canons de 75 allemands, quelques canons, un aussi où se trouve le char Berry au bac un tout petit peu plus bas, et où il y avait 3 mitrailleuses lourdes qui défendaient le site. En bas, des mines, un champ de mines bien sûr, comme sur toute la côte, tout était infesté de mines. Et le 6 juin 1944, à 5 heures du matin, des images inoubliables. 5 têtes de pont, 20 000 véhicules, 10 000 tonnes de matériel qui sont sortis des soutes, des LST. Là encore, une belle invention. Ces espèces d'énormes bateaux à fond plat qui viennent s'échouer sur la plage et à l'avant, des grandes portes s'ouvrent pour décharger le matériel. Mais surtout, l'innovation, c'est qu'à l'arrière, il y avait un treuil extrêmement puissant et donc sur un câble et sur une ancre plantée dans le sable, le bateau se hissait, glissait sur le sable en marche arrière pour reprendre la mer. Et c'est là où l'opération Mulberry, puisque c'est son nom, prend tout son sens. Le 6 juin 1944, à 18h le soir, Arromanches est libéré. La suite, c'est un incroyable chantier. 7 juin, 17h50, à 2 km au large, ça a été l'opération sabordage des premiers bateaux qui vont jouer le rôle de brise-glace. 8 juin, début de la construction de la digue artificielle avec en quelque sorte l'immersion des caissons dits Phénix. 9 juin, une première route flottante est posée. Suivent les têtes de pont. Et ainsi, pièce par pièce, tout ce gigantesque mécano prend forme. 14 juin, la première tête de pont fonctionne et le premier déchargement de bateau peut commencer. Victoire. Pas tout à fait, car malheureusement, les événements ont joué un mauvais tour aux Alliés. Une tempête comme on n'en avait jamais vu du siècle a sévi sur la côte normande et a réduit à néant, démoli le port de Omaha Beach des Américains et malmené le port d'Arromanches. Mais on a retroussé ses manches et quelques jours après, il reprenait du service. Victoire. En résumé, formidable saut technologique, vous voyez, issu également de travaux de recherche menés par les organismes anglais. Chapeau, messieurs. Mais ce qui est étonnant, c'est que quasiment 3/4 de siècle plus tard, ce port artificiel et surtout le matériel débarqué suscite toujours autant de passion et de la part de collectionneurs. Eisenhower a dit « Nous avons gagné le débarquement avec 3 engins. 1, l'avion, le fameux Dakota, le DC-3. 2, vous voyez, le dock, le canard. Et le canard, le dock, c'est quoi? Eh bien, c'est rien d'autre, vous voyez, qu'un camion, le GMC, qui a été recarrossé avec une coque de bateau et doté, en plus de ses roues, parce qu'il peut rouler sur la plage, mais d'une hélice et d'un gouvernail. Et puis le 3e véhicule mythique, symbolique, vous le voyez, la fameuse, l'étonnante, l'inimaginable Jeep qui a révolutionné le monde du 4x4. Et aujourd'hui, curieusement, eh bien, ces engins suscitent toujours autant de passion. C'est normal. La Jeep, c'est la liberté. Ça fait 80 ans que c'est la liberté et nous a amené la liberté en France. Et surtout, c'est un véhicule
de collection dont tu peux te servir. On se sert de cette Jeep comme une voiture normale, on roule tous les jours avec, on peut aller à Paris parce que grâce au véhicule de collection, on peut aller à Paris avec notre Jeep et surtout c'est un véhicule de loisir. C'est un véhicule, on emmène toute sa famille. C'est comme une moto, mais il n'y a pas de casque. Tu emmènes tous tes enfants, tes petits-enfants et tout le monde. C'est vraiment le véhicule de loisir de la famille. C'est un véhicule qui a amené la liberté en France et qui continue à nous amener la liberté à tous les jours. Combien ça coûte? Est-ce qu'on peut en acheter une? Bah oui, effectivement, on peut en acheter une. Alors nous, notre spécialité, effectivement, c'est la pièce détachée pour que toutes les Jeeps roulent. Les Jeeps qui ont des années maintenant, il faut qu'elles roulent. Donc on les refait complètement neuves et une voiture complètement refaite à neuf, toute d'origine, tout ça. Tu sais, c'est pas loin de 40-50 000 euros maintenant. Ouais. Une vraie, hein, une vraie. Alors, par contre, si on fait une voiture qu'on restaure seulement pour rouler tous les jours avec, sans souci, il faut compter 15, 20, 30 000 euros à peu près, suivant l'état de restauration. Si tu mets un moteur échange standard, si tu rechanges ta sellerie, ta capote, etc. Mais à moins de 20 000 pour trouver une Jeep en bon état, c'est pas facile. Et vous pouvez retrouver en images cette formidable aventure, bien sûr, militaire et surtout technologique, dans notre DVD Opération Mulberry.